Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happy Visio pour ce nouveau rendez-vous en direct des mardis de l'Agir Carco. Et si le bonheur était dans la nature? Tel est le thème que nous allons traiter aujourd'hui avec Christophe Pavant, neuropsychologue qui sera notre invité dans quelques instants. Mais avant cela, une petite vidéo de présentation de la part de Frédéric Decherf qui souhaite vous dire quelques mots avant le démarrage de cette visio-conférence. On reste ensemble pendant 2 petites minutes. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler du vieillissement heureux. Vous allez me dire quel programme. Alors, vieillir heureux, me semble-t-il, commence par le capital santé que chacun d'entre nous possède. En premier lieu, il est important d'être en bonne santé pour pouvoir s'épanouir et vieillir dans les meilleures conditions possibles. Mais le vieillissement, c'est aussi un état d'esprit, une façon d'être. C'est aussi une réflexion autour de comment j'apprends, comment je continue à apprendre, comment je continue à découvrir, à m'enthousiasmer, à rire, à pleurer aussi, à aimer, à découvrir de nouveaux horizons. Voilà, tous ces éléments-là, on va essayer avec vous aujourd'hui au travers de cette conférence de vous apporter des pistes, des réflexions pour vous permettre de vivre le mieux possible cette nouvelle vie qu'est la vie à la retraite. L'Agir Carco, au travers de ses services, je pense au bilan de prévention par exemple, vous propose de réfléchir à vos habitudes de vie, à vos comportements. On peut avoir des difficultés avec son sommeil, on peut sous-estimer son activité intellectuelle, on manque de lien social. Voilà, les bilans de prévention peuvent vous aider à reprendre et à cultiver des habitudes de vie positives. Je pense aussi à votre engagement dans la société. L'engagement bénévole peut aussi vous permettre de retrouver une utilité sociale en vous mettant au service des autres. Au travers de cette conférence, on aurait pu l'intituler « Les petites recettes pour un vieillissement heureux ». J'espère qu'elle vous donnera toutes les réponses à vos questionnements. Bonne conférence. Bonjour à vous Christophe, merci de nous rejoindre en Bonjour direct ce Rémi, matin. et bonjour tout le monde. Bienvenue Merci à vous d'être toutes avec et à vous nous. tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Christophe. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Happy Visio. Je mets tout de suite en place votre document de présentation. Je vous laisse vous présenter un petit peu à nos participants aujourd'hui et Bien on sûr. se donne rendez-vous tout à l'heure pour la fin de cette visioconférence. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat en bas à droite de votre écran. Nous aurons un petit temps d'échange avec Christophe tout à l'heure et Fabienne si elle parvient à nous rejoindre pour pouvoir les poser directement. Bonne séance à vous. Alors, je me présente, je suis Christophe Pavant, je suis psychologue, neuropsychologue. Donc, mon cœur de métier, c'est le cerveau et dans le cadre de mon activité, je peux travailler ou sur de la pathologie, donc accompagner des personnes qui ont des maladies neurodégénératives ou bien des personnes qui vont très bien, qui veulent continuer à aller bien, qui veulent que leur cerveau fonctionne toute leur vie à son maximum. Et dans ce cadre-là, eh bien, on recense, on travaille un petit peu sur tout ce qui peut aider au bon fonctionnement du cerveau. Et il semblerait que, c'est même pas il semblerait, hein, on va le voir ensemble, la nature est vraiment un allié de choix pour le bon fonctionnement cérébral, un allié de choix pour la santé du cerveau, un allié de choix pour la santé en général. Alors pour la santé en général, je vous rappellerai que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, rappelle que la santé, c'est pas que physique, c'est aussi mental. C'est le bien-être mental, alors ce qu'on peut appeler de manière littéraire le bonheur, hein, c'est-à-dire l'absence de pensée trop noire, l'absence de pensée toxique, être un peu serein. Et la nature a ce pouvoir-là de finalement nous apaiser. Et ce que je vais essayer de développer un petit peu avec vous ce matin, c'est justement ces différents bienfaits, en accent notamment les bénéfices de la nature sur l'ennemi public numéro 1. Il y a un ennemi public numéro 1 devant tous les autres. Alors, celles et ceux qui m'ont déjà entendu le savent, je le dis souvent, c'est le stress. Le stress chronique, donc je reparlerai un petit peu de stress chronique avec vous. Hein. C'est le mauvais stress, celui qui perdure dans le temps. Et ça a des conséquences sur la santé de manière globale, sur le sommeil, sur le système immunitaire, sur la tension artérielle, sur la prise de poids également. Donc, à partir du moment où on arrive à mettre dans son environnement quelque chose qui modifie cet état de stress permanent, on va dans le bon sens et justement, la nature
a ce pouvoir-là. Donc, on va voir ça. Et je développerai aussi avec vous un petit peu les bienfaits de la nature sur le système immunitaire. Voilà, parce que le système immunitaire, c'est vraiment notre système de combat. Et s'il est touché, on peut tomber malade même avec des petites pathologies, des petites bactéries. Donc, la nature peut jouer et sur le stress chronique et sur le système immunitaire, entre autres. Voilà. Ça va être un peu les axes que nous allons développer ensemble. Alors, notre rapport à la nature, 54% de la population mondiale vit actuellement en ville, 66% en 2050, c'est les estimations. Le fait que la population mondiale vive à 50% dans les villes est un phénomène assez récent, c'est environ 200 ans, avec la révolution industrielle, et ce n'est rien comparé aux 300 000 ans d'existence, si on en croit nos vieux fossiles. Je répète tout le temps, quelle que soit la thématique d'ailleurs de mes interventions, nous sommes des Homo sapiens sapiens. Nous avons 300 000 ans d'existence. Durant ces 300 000 ans, nous vivions dans des groupes de 50 à 100 personnes. Donc, on avait déjà cet aspect social et on se baladait, façon de parler bien sûr, environ 16 à 20 km par jour pour chercher de la nourriture. Donc, nous n'étions pas sédentaires. Les temps ont bien changé. Et surtout, on évolue dans un écosystème profondément naturel. Voilà, ça a été le cas pendant 300 000 ans. Et donc, les villes ont fait leur apparition à l'échelle de l'humanité de manière extrêmement récente. Alors, dans notre rapport à la nature, une hypothèse a été développée, celle de la biophilie d'Edward Wilson. Cette hypothèse, qui a aussi une explication évolutionniste, c'est que notre cerveau a évolué pendant des millions d'années en synchronie avec la nature. Et on aime, d'après cette hypothèse, les éléments qui nous ont aidés à notre survie. Et les éléments qui nous ont aidés à notre survie se trouvaient souvent dans un milieu végétal, vert, ou dans tout ce qui rappelle le bleu, l'eau, la pêche, d'où notre attirance aussi pour ces couleurs, le bleu et le vert, donc pour la nature. Donc, tous les éléments naturels qui ressemblent aux éléments biotopes qu'on a eus à l'origine, c'est ça l'hypothèse de la biophilie, propose que les interactions avec la nature satisfassent les pulsions humaines qui sont inhérentes et innées à se connecter à la nature. Ces idées sont similaires aux théories qui affirment que les bienfaits de l'interaction avec la nature passent par un sentiment de connexion avec la nature. Ça fait écho aux théories qui font appel à une adaptation aux environnements naturels à travers notre histoire évolutive. Et selon cette théorie de la biophilie, d'après laquelle nous sommes spontanément attirés par ce qui est vivant, les êtres humains ont développé au cours de l'évolution une affinité pour les nombreuses formes de vie et pour les habitats et des écosystèmes qui permettent la vie. Voilà. Donc, l'importance de l'environnement dans la santé mentale et bon fonctionnement à l'heure du dérèglement et du bon fonctionnement cognitif à l'heure du dérèglement climatique et de la sursollicitation de nos cerveaux, c'est pour signifier ce que j'évoquais à l'instant, c'est que pendant 300 000 ans, on a vécu dans un écosystème qui a complètement changé en l'espace de 200 ans. Alors, pas seulement avec l'avènement des villes, mais aussi avec l'avènement des écrans, avec l'avènement de nouveaux modes de vie. On est 5 heures par jour chez soi, souvent seul, derrière des écrans. Notre cerveau n'était pas préparé à ça. Donc, la projection dans les villes, ça pose un certain nombre de problèmes, alors que dans la forêt, on ressent spontanément un héritage biologique. C'est ancré en nous. Les environnements naturels ne sont pas qu'un simple décor, un spectacle auquel on assiste passivement. La nature est en nous. Alors, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les premières formes de vie sur Terre, c'était ce qu'on appelle des bactéries. Et ces bactéries, qui étaient là avant les êtres humains, un jour se sont greffées à l'intérieur des êtres humains pour devenir notre microbiote, notre flore intestinale. Et donc, en ça, la nature est en nous. Ces petites bébêtes qui ont proliféré dans la nature, on les a en nous. Nous sommes d'ailleurs des êtres qu'on appelle holobiontes. Le terme est peut-être un petit peu technique, et ça signifie qu'on n'est pas tout seul dans notre tête, dans notre corps. Il y a nous, notre conscience, mais on a aussi plein de bactéries. On a 50 milliards d'organismes qui vivent en nous, environ autant que de cellules humaines. Nous sommes donc hybrides. Et ça pose alors la question de la séparation entre le soi et le non-soi. Si on a d'autres organismes vivants, 50 milliards en nous, à minima, qu'est-ce que le soi, qu'est-ce que le non-soi? Et la vie, on peut considérer que c'est quelque part une continuité biologique qui va au-delà de notre corps. Et ça, dans la forêt, c'est extrêmement fort. Et on perd en quelque sorte nos propres repères quand on se balade en forêt. Voilà. Alors, ce que vous voyez à l'écran,
j'aurais pu faire un petit sondage, mais ce sont des dessins, des petits dessins d'un artiste qui s'appelle Santiago Ramón y Cajal et qui illustre un petit peu le fonctionnement des neurones. Alors, vous connaissez peut-être des neurones, mais il les dessine d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en réalité, comme les humains, les forêts, qui ont été nos premiers écosystèmes, les forêts, les arbres communiquent entre eux. Et on peut établir une analogie entre le monde végétal et le mode de fonctionnement du cerveau. Je répète, il y a une analogie à tous les niveaux entre la manière dont fonctionnent les arbres entre eux, c'est-à-dire une forêt, pour faire simple, et un cerveau où chaque neurone serait un arbre quelque part. Donc si on prend ces dessins de Santiago Ramón y Cajal, ça illustre parfaitement l'analogie entre le fonctionnement arborescent du cerveau et celui d'une forêt. Donc sur des vues au microscope, on se rend compte à quel point les cellules du cerveau, les neurones, sont comme les arbres, avec un tronc et des petites branches qu'on appelle axones, chaque neurone pouvant se connecter jusqu'à 10 000 autres neurones. Et quand on regarde le cerveau dans la globalité, on a l'impression que c'est une forêt avec des racines qui vont dans tous les sens. Et d'ailleurs, on va jusqu'à utiliser le langage des jardiniers dans les neurosciences en parlant d'élagage synaptique. Et de même que le cerveau continue à pousser toute la vie comme une forêt, on appelle ça la plasticité cérébrale, la plasticité synaptique. Alors, c'est des termes, je ne sais pas si vous êtes familier de ces termes-là. Plasticité cérébrale, c'est le fait que des neurones peuvent se connecter tout au long de leur vie, jusqu'à 10 000 autres neurones. Elles créent des connexions, un peu comme des arbres, se connectent entre eux par les racines. Et quand on parle d'élagage synaptique, alors c'est un terme que j'emploie beaucoup dans mes conférences sur la mémoire, que j'emploie beaucoup durant mes ateliers mémoire, c'est pour signifier que, alors ceux qui ont un jardin et qui ont un sécateur, vous êtes déjà au fait de ces choses-là, de temps en temps, vous sortez le sécateur et vous coupez les branches mortes. C'est ce qui se passe dans le cerveau. Des connexions inutilisées, des connexions qui ne servent plus à rien, eh bien le cerveau va sortir le sécateur et va élaguer, va couper, parce que ça coûte cher d'entretenir des connexions qui ne servent à rien. C'est un peu comme les gares SNCF où il n'y a plus personne qui monte. La SNCF ferme certains trajets. Donc, il y a vraiment cette analogie entre le fonctionnement des forêts et le fonctionnement des cerveaux. Les neurones sont connectés comme les arbres sont connectés. Les arbres sont naturellement connectés entre eux par un tentaculaire réseau de champignons dont des filaments captent les nutriments en sol pour les échanger avec les sucres qui sont fabriqués par les végétaux à partir de la photosynthèse, comme vous le savez certainement. Et cette symbiose se double de greffage entre racines des arbres. Et ces greffes s'opèrent au sein des racines d'un même individu pour assurer sa stabilité au sein des arbres de la même espèce et entre espèces différentes. Et ils échangent de l'eau, des sucres, de la matière organique. Et peut-être que vous avez entendu parler de ça. Ces échanges vont même jusqu'à permettre à un arbre d'être maintenu en vie par les autres. Voilà. Donc, on est tout à fait dans la thématique, quand on dit que la nature est en nous et quand on dit que la nature est bénéfique pour notre santé mentale, physique, immunitaire. Son fonctionnement même, le fonctionnement même du cerveau rappelle bien sûr le fonctionnement des forêts. Alors, je vous avais promis de vous parler un petit peu de stress. Il faut comprendre Hans Selye, le père du concept de stress, endocrinologue canadien, autrichien, pionnier des études sur le stress. Le stress a toujours existé, mais il a été conceptualisé, formalisé, développé par cet endocrinologue. En 1956, il publie donc Le stress de la vie, dans lequel il enrichit la recherche en endocrinologie d'un nouveau concept diagnostique, le syndrome d'adaptation. Quand on parle de stress, le mot-clé qui vient tout de suite, qui doit faire écho, qui doit s'allumer dans votre tête, c'est le mot d'adaptation. Donc, le syndrome d'adaptation, c'est l'ensemble des modifications qui permettent à un organisme de supporter les conséquences physiopathologiques d'un traumatisme naturel ou opératoire. Et c'est ainsi que le stress a fait son entrée dans le répertoire des pathologies du monde moderne et dans la langue française. Vous avez le bon et vous avez le mauvais. Nous ne serions pas là si nos ancêtres n'étaient pas un petit peu stressés. C'est-à-dire que pendant 300 000 ans, et qu'à l'époque, on parcourait des écosystèmes tels que des forêts sur des distances de 20 km par jour, les dangers il y avait de nombreux dangers. Voilà. Et il fallait pouvoir s'adapter aux dangers. S'adapter aux dangers, eh bien, ça veut dire avoir une petite montée de stress, c'est-à-dire une montée de cortisol, c'est la molécule du stress. Et les effets sur la santé, sur le cœur, c'est augmentation du rythme cardiaque, plus de sucre libéré dans le sang à destination des muscles. Donc,
le cœur bat plus vite, envoie plus d'oxygène, plus de sucre dans les muscles. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est ou de combattre ou de fuir. C'est ça, le stress. Le bon stress, s'adapter à quelque chose qui n'est pas prévu, s'adapter à un événement imprévu dans son environnement naturel. On a tous les problèmes du monde. Quelque chose d'imprévu arrive, et bien cet imprévu arrive au sommet de la pile. C'est ça qu'on va traiter en priorité et le reste sera traité plus tard. Une fois qu'on s'est adapté, c'est-à-dire on a fui, on a combattu, on nous a crevé un pneu, on a changé le pneu, eh bien, ce qu'on va pouvoir réussir à faire, c'est faire baisser le stress. On s'est adapté à la nouveauté. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Dès que le stress va durer dans le temps, on bascule dans le stress chronique et c'est celui-là qui devient, bien sûr, pathologique. Pardon. Le stress, donc des mécanismes cérébraux qui sont altérés jusqu'à la dépression. Le stress déclenche la dépression. Ce n'est pas une vue de l'esprit, le stress. C'est une molécule, le cortisol, qui est fabriqué par vos glandes surrénales. Et ce cortisol, lorsqu'il est produit en continu, ça va activer 2 zones dans le cerveau. Donc le cortex cérébral, afin qu'il réagisse aux stimulus stressants, donc attaque, fuite ou immobilisation. Et ça va aussi activer l'hippocampe, donc c'est sous-cortical, pour qu'il apaise la réaction. Et si le stress est trop fort, trop prolongé, donc dans le cadre d'un stress chronique par exemple, l'hippocampe saturé de cortisol n'assure plus la régulation. Le cortisol envahit le cerveau, l'agresse jusqu'à modifier le fonctionnement neuronal, la dépression s'installe. Quand on dit que le cortisol envahit le cerveau, ça veut dire que ça envahit aussi le cortex préfrontal, qui est le siège, là où je touche mon front, qui est le siège de la réflexion. Et évidemment, ça vient ça vient inhiber le fonctionnement de la rationalité, de la planification, du raisonnement. Et on prend des décisions parfois irrationnelles, car le cerveau rationnel ne fonctionne plus. Okay, donc ça, c'est l'effet du stress au long cours. Le stress peut engendrer de la dépression. Le stress va faire qu'on va raisonner de manière beaucoup moins rationnelle, va empêcher finalement de dormir aussi. Voilà, ça va avoir des effets parce que ça va stimuler les centres de la vigilance, de l'éveil, on va avoir du mal à s'endormir. Voilà un petit peu toutes les zones qui sont touchées lorsqu'on est sous stress chronique. Ça peut aller jusqu'à la dépression, encore une fois. Donc ça, c'est les zones que j'évoquais avec vous. Vous voyez ici, alors je vais voir si avec le petit pointeur, normalement, est-ce que... Voilà, c'est ici. Là, vous avez l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est la zone, si je vous retire l'hippocampe, c'est Alzheimer dans la seconde. C'est avec ça qu'on se repère dans l'espace, c'est avec ça qu'on crée des nouveaux souvenirs. Mais ça régule aussi le stress, on va dire, aigu. C'est ça qui garantit le retour au calme. Et lorsque l'agent stressant est là en permanence, si on est agressé en permanence, si on a des soucis en permanence, l'hippocampe n'officie plus. Et donc là, on est débordé par le stress et le cortisol va envahir l'ensemble du cerveau. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, l'hippocampe s'atrophie chez le sujet déprimé. Le malade a du mal à contrôler son stress, mémoriser, apprendre de nouveaux comportements. L'amygdale, elle, est impliquée dans les émotions plutôt négatives comme la peur et l'anxiété, mais chez le déprimé, l'amygdale que vous voyez ici, donc au bout de l'hippocampe, cette amygdale est suractivée, même au repos. Voilà. Et donc, le sujet devient hyperactif, hypersensible. C'est l'ensemble du cerveau qui est un petit peu impacté. Et puis, je vous le disais, le cortex préfrontal, c'est ici, c'est le siège des décisions et de l'action. Et chez le déprimé, ça fonctionne au ralenti. Ça diminue de volume, surtout dans l'hémisphère gauche qui est impliqué dans les sentiments positifs, d'où une incapacité à prendre des décisions à positiver. Donc, vous voyez que l'impact du stress sur le cerveau et donc sur la santé est considérable. C'est pour ça que j'ai axé ma présentation des bénéfices de la nature en priorité sur le stress, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui concourent au stress chronique. Ça peut être des idées noires, des ruminations, des problèmes d'argent, des problèmes de logement, des problèmes de santé. Ça peut être de l'éco-anxiété, on est en plein dedans. Ça peut être le contexte géopolitique. Bref, quels que soient les facteurs, souvent on en arrive à des problèmes de stress. L'isolement, on sait que les gens se sentent de plus en plus seuls. Ça peut générer du stress chronique. Et en fait, le stress chronique, c'est l'ennemi public numéro 1 de la santé. Ça a beaucoup été dit pendant la Covid. Pourquoi ? Parce que ça détruit le système immunitaire, ça fait augmenter la tension artérielle, ça peut faire prendre du poids. Bref, tous les paramètres basculent dans le rouge.
notamment le système immunitaire. Hein. Donc ça, c'est vachement important de l'avoir à l'esprit. Donc tout ce qui concourt à éliminer le stress, il faut le prendre. Et plus c'est naturel, mieux c'est. Et quoi de mieux que la nature? Alors, ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà, tout simplement. Donc, le stress, hein, pour terminer dessus, avant de vous parler un petit peu ensuite justement de comment réduire le stress grâce à la nature, c'est un jeu d'équilibre entre les sollicitations externes et ses capacités. Quand on est en capacité de s'adapter à quelque chose qui était imprévu, qui est nouveau, finalement, on a une montée de stress, mais ensuite qui est régulée et ça redescend. On s'est adapté à ce qui n'était pas prévu. On vous crève un pneu, vous changez le pneu, vous arrivez à l'heure à votre rendez-vous, ou alors vous ne changez pas le pneu, vous prenez les transports en commun, vous faites du stop, vous arrivez à l'heure à votre rendez-vous qui était vachement important. Vous avez trouvé un plan B, vous vous êtes adapté, la priorité du moment devenant l'adaptation à ce qui était imprévu. Bim, le stress redescend. Voilà. Le mauvais stress, finalement, c'est quand tous les jours on va vous crever un pneu, quand tous les jours vous allez être harcelé au travail ou ailleurs, quand tous les jours vous assistez à de la violence, on est débordé par les événements, vous vous sentez agressé, vous subissez. Le mauvais stress, ça peut être de l'ennui aussi, le burn-out au travail. Hein, voilà. L'ennui peut stresser. Frustration, se sentir inutile. Voilà. Dans le bon stress, on est capable de maîtriser et on est capable d'y répondre efficacement. C'est-à-dire on est capable de s'adapter. Mais ça ne vaut que si c'est ponctuel. Voilà. Alors, réduire le stress grâce à la nature. Autant commencer tout de suite justement par les bains de forêt. Hein. Shinrin-yoku en japonais. Dans les années 80, les Japonais ont beaucoup communiqué, le gouvernement, auprès de leur population, justement pour développer ces fameux bains de forêt qui sont très riches en effets positifs sur le stress et sur la santé. Alors, les bains de forêt, ça sert à réduire le cortisol dans le sang, donc la molécule du stress. Le cortisol, c'est vraiment une des principales hormones qui est produite en situation de stress, permet de diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les bains de forêt permettent de diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Ça signifie une chose, c'est que quand le cœur bat plus lentement, le cerveau interprète ça comme un éloignement d'un danger. Donc, on va produire en retour moins de cortisol. Et on rentre dans un cercle vertueux. Voilà, je perçois moins le danger parce que mon cœur bat moins vite. Donc, le cerveau, lui, comprend qu'il est plus en sécurité. Donc, il diminue la production de cortisol et la pression artérielle diminue. Les bains de forêt permettent d'augmenter l'activité du système nerveux parasympathique. Hein, c'est ce qui permet la respiration abdominale et de diminuer celle du système nerveux sympathique. Et ça se caractérise par un état intérieur plus calme. Les phytoncides aussi, en forêt. Alors, les phytoncides, j'y reviendrai, c'est quelque chose de magnifique. Le terme est barbare. Je ne sais pas s'il s'implémente facilement dans les mémoires, mais les phytoncides sont nos amis. Ce sont des molécules, des petits métabolites synthétisés par les arbres, volatiles, qu'on va respirer en forêt. Et ça a une action bénéfique sur le système nerveux parasympathique, hein, donc encore une fois, celui qui calme, qui régule toutes les fonctions de régénération et de détente du corps. Et ça va venir aussi, ces phytoncides, inhiber le système nerveux sympathique, qui est celui qui nous permet d'agir efficacement en cas de fuite ou d'attaque. Dit très simplement, les phytoncides qu'on va inhaler permettent de se détendre. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est de la chimie. Voilà, c'est de la chimie. Vous avez des métabolites qu'on va inhaler qui vont nous calmer. Voilà, tout simplement. On a aussi les chants d'oiseaux qui vont avoir le même effet que ces phytoncides, c'est-à-dire que tout ce qui va venir stimuler le système nerveux parasympathique, hein, comme la respiration abdominale d'ailleurs, tout ce qui stimule le système nerveux parasympathique va avoir comme conséquence notre détente, notre relaxation. Et les chants d'oiseaux, eh bien, bingo, eux aussi stimulent ce fameux système parasympathique. Encore une fois, hein, pourquoi ça apaise les chants d'oiseaux, ils vont activer le système parasympathique parce qu'ils vont apaiser notre fréquence cardiaque, ça va atténuer les hormones du stress, ça va stimuler des émotions positives, donc c'est bénéfique pour le corps, pour le cerveau, et ça protège de l'anxiété et de la dépression. Donc les liens maintenant entre la santé et l'interaction avec la nature ne sont plus à prouver. Les espaces verts, les environnements naturels sont aussi associés à une réduction du stress, à une amélioration de l'humeur, à une augmentation de la concentration. Les chants d'oiseaux omniprésents dans la plupart des environnements offrent une opportunité
à se connecter à la nature, même en ville d'ailleurs, hein, même dans les zones urbaines beaucoup plus denses. Si vous avez 3-4 arbres en bas de chez vous et que vous entendez, et que vous avez la possibilité d'entendre les oiseaux chanter, de ne pas être dérangé par des bruits de moteur, ça change beaucoup de choses. Hein. Il y a des recherches qui ont montré que la simple expérience de voir ou d'entendre des oiseaux peut influencer positivement notre bien-être émotionnel. La particularité des chants d'oiseaux est que même si les gens vivent dans des environnements très urbains et n'ont pas beaucoup de contact avec la nature, ils relient les chants d'oiseaux à des environnements naturels vitaux et intacts. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Une étude en 2022 a approfondi cette relation entre le chant d'oiseaux et la santé mentale. Donc une étude récente, la santé mentale, grande cause nationale. Cette fois, 1300 participants dans l'étude. Cette recherche consistait à collecter des informations sur leur environnement et leur bien-être 3 fois par jour. Et les résultats ont montré une corrélation significative entre l'observation ou l'écoute d'oiseaux et l'amélioration du bien-être mental, même en prenant en compte d'autres variables telles que l'éducation, la profession, la présence de verdure et d'eau, qui sont elles-mêmes liées à une meilleure santé mentale. L'association positive entre les oiseaux et le bien-être mental est restée solide. Donc, outre son influence sur les émotions, les chants des oiseaux ont également été liés à une réduction du stress. Et des études antérieures avaient déjà démontré que passer du temps dans des espaces verts extérieurs peut faire baisser la tension artérielle, le niveau de cortisol également. Alors, réduire son stress grâce à la nature. Tout à l'heure, je vous parlais des phytoncides, c'est-à-dire ces éléments qu'on va respirer. En fait, ce sont les arbres qui émettent ça. Il y a d'autres choses qu'on va ingérer, intégrer, sans s'en rendre compte lorsqu'on est en forêt, notamment des mycobactériums, ou lorsqu'on travaille la terre, mycobactérium. Alors là aussi, le nom est barbare, phytocide, mycobactérium. Bon, normalement, il n'y a pas d'autres mots trop compliqués à retenir. Phytoncide, mycobactérium, c'est pas mal. En fait, ce sont nos amis, donc ça vaut le coup de retenir comment s'appellent nos amis. Et les mycobactériums, ce sont des bactéries qui ont un effet antidépresseur en s'intégrant à notre microbiote et en favorisant la synthèse de sérotonine et de dopamine. Alors, la sérotonine, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'en parle souvent dans mes interventions. La sérotonine, c'est la molécule du bien-être, entre guillemets, du bonheur. La dopamine, c'est la molécule du plaisir. C'est autre chose. Et donc, mycobactérium, en s'intégrant à notre microbiote, à notre flore intestinale, va favoriser la synthèse de ces deux molécules, sérotonine et dopamine. N'oubliez pas que nous sommes des êtres holobionts. Nous avons un microbiote, une flore intestinale. À quoi sert notre flore intestinale? Les bactéries, les milliards de bactéries que nous avons dans l'intestin, fabriquent pour nous des molécules que nous ne savons pas fabriquer seuls. Donc, tant qu'on est en symbiose avec notre flore intestinale, elle produit tout ce dont nous avons besoin que nous sommes incapables de synthétiser. La sérotonine, la molécule du bonheur, dont on a pensé pendant très longtemps qu'elle était fabriquée exclusivement dans le cerveau, est en réalité fabriquée à plus de 80% dans l'intestin, par certaines bactéries. Candida, par exemple, et d'autres types de bactéries qui fabriquent notre sérotonine. Si on ne les a pas, on en fabrique moins. En sachant que la sérotonine, c'est la molécule qui permet de fabriquer la mélatonine, l'hormone du sommeil. On comprend mieux que moins on a de sérotonine, plus on a de troubles de l'humeur, plus on a des troubles du sommeil. Si on inhale le mycobactérium qui nous permet de fabriquer de la sérotonine, ça va avoir un retentissement sur la mélatonine. En plus, on fait ça en nature. Si on marche, on se fatigue un petit peu. Ça va aussi améliorer le sommeil, qui est un besoin absolument vital. Les jardiniers, je vous en parlais, les jardiniers rapportent souvent le fait que travailler la terre humide, bêcher la terre rend heureux. Tous les jardiniers que j'ai connus sont heureux de bêcher, de travailler la terre. Et peut-être qu'il y en a même parmi vous. Voilà. Et peut-être qu'il y en a même parmi vous qui disent souvent j'aime bien travailler la terre, je me sens bien après avoir jardiné un petit peu. Alors pourquoi? Eh bien, notamment à cause, ou grâce plutôt à Mycobacterium. En fait, il y a une hypothèse à cet effet euphorisant associée à un certain type de mycobactérium qui sont des bactéries qui rentrent par la peau, qu'on respire et qui s'intègrent à notre microbiote. Elles engendrent cette fameuse sécrétion de sérotonine. Voilà. Donc, en travaillant la terre, ça peut passer à travers la peau et vous allez intégrer ça à votre microbiote. Donc, sérotonine, tous ceux qui ont lu le bouquin de Houellebecq, on adore ou on déteste Houellebecq, ce n'est pas le sujet, mais il avait écrit un bouquin qui s'appelait Sérotonine,
Pourquoi? Parce que quand on est en pleine forme et qu'on veut lire un petit peu un livre sur la dépression, bah, forcément, les gens vont sur Houellebecq, hein, parce qu'il faut avoir le cœur accroché. C'est vraiment l'écrivain de la dépression, et notamment dans son bouquin Sérotonine, il l'a appelé comme ça parce qu'en effet, moins il y a de sérotonine, plus on est déprimé. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Mycobacterium, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Réduire le stress, pour finir toujours grâce à la nature. Bah, l'odorat aussi a un rôle profond sur nos émotions. Hein. L'odorat a un rôle profond sur nos émotions parce qu'il y a un lien avec l'amygdale. Rappelez-vous, l'amygdale, c'est cette petite glande qui était au bout de l'hippocampe, sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et lorsque cette amygdale est suractivée, on est toujours anxieux. Le stress chronique fait que ça suractive l'amygdale, on est dans l'anxiété chronique permanente. Dès lors qu'on arrive à calmer l'amygdale, on diminue l'anxiété. Donc, les odeurs de forêt ou de plage, parce que je parle de forêt, mais il y a la plage aussi, hein, ont un effet très fort sur l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, hein, pas les amygdales au fond de la gorge dont on se fait opérer de temps en temps dans la vie. Hein, c'est pas les mêmes. Souvent, on a peur avant de comprendre qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et c'est un mécanisme très fort qui va se calmer au contact de la forêt, où on est moins dans une situation d'alarme. De même, les embruns iodés de la mer calment l'amygdale. Le cerveau fonctionne par cycle d'activité et de repos, qui est essentiel pour restaurer certaines fonctions comme l'attention. Et les moments de contemplation sont des moments de restauration du cerveau. C'est un peu la même chose quand on médite. Méditation ou balade en forêt ou sur la plage ont un peu le même effet. Voilà. De permettre au cerveau de se calmer, d'apaiser notamment l'amygdale. Alors ça, je vous ai mis ça pour que vous ayez une petite idée du mode d'action d'un neurotransmetteur. Alors, un neurotransmetteur, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule, hein. C'est une molécule, voilà, une molécule messagère, un peu comme un facteur, voilà, on peut dire des choses comme ça. Un facteur qui va quitter son agence et qui va déposer une carte postale qui vient du soleil, qui a un avis d'huissier, voilà. Une même molécule peut avoir plusieurs messages à distribuer. Donc, ces molécules, là, ce que vous voyez à l'écran, ça, on va dire que c'est le bout du bras d'un axone, voilà. Et c'est de l'électricité. Vous suivez la flèche, c'est de l'électricité qui passe entre les neurones. Sauf lorsqu'on arrive au... Alors, imaginez la paume de ma main, c'est un neurone. Hop, là, ce doigt est un axone et il va entrer en contact avec un autre axone, mais pas directement. Il ne se touche pas. Il y a un petit espace, voilà, un petit espace qu'on appelle la synapse. Dans les axones, dans les bras, c'est de l'électricité qui passe, mais l'électricité est convertie en molécules chimiques dans ce petit espace qu'on appelle la fente synaptique. Et donc, l'impulsion électrique, le message électrique va envoyer un message chimique, c'est-à-dire libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique, capté par la connexion suivante. Et en fait, en fonction de la nature des messagers chimiques, le signal électrique sera différent et vous allez avoir des messages, par exemple, excitateurs ou alors des messages inhibiteurs. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne dans le cerveau. Donc, pensez que tout est psychologique, c'est illusoire. Nous sommes surtout des êtres biochimiques. Avant d'être des êtres psychologiques, la colère, la faim, le sommeil, la pensée, la réflexion sont les résultats de l'action de ces molécules de communication. Mais l'inverse est vrai aussi parce que les neurotransmetteurs, donc ces petites molécules, la sérotonine en est un, les neurotransmetteurs sont synthétisés aussi sous l'influence de pensée, de perception, d'émotion, d'activité, l'environnement, l'alimentation. C'est quelque chose que j'explique souvent dans mes interventions. Vous avez un patrimoine génétique qui va s'exprimer, mais en fait, tout votre environnement social, l'environnement naturel, urbain, votre vie quotidienne, ce qui fait votre vie, donc tous ces éléments, ça vient allumer en permanence des gènes et en éteindre d'autres. Allumer on-off sur certains gènes. D'accord ? Donc, moduler son environnement, c'est le meilleur moyen de ou aller dans le noir ou aller dans le positif. On peut jouer sur son environnement pour moduler notre propre chimie. Lorsque vous avez dans votre pensée des idées positives, tiens, je vais faire ci ce week-end, je vais faire ça avec un copain, je vais aller à un concert, je vais boire un verre ce soir, je vais aller au cinéma, je vais faire un truc que j'aime. Le simple fait d'avoir déjà ça en tête, vous modifiez déjà votre biochimie, vous fabriquez déjà de la dopamine. Alors que si vous passez votre temps à ruminer, donc ce sont des pensées, la pensée c'est psychologique,
c'est ce qui anime le champ de la conscience, eh bien des pensées négatives vont venir activer la pompe à cortisol, donc le stress chronique, donc la dépression, donc l'ennemi public numéro 1, le stress chronique. Donc ces neurotransmetteurs, il faut bien comprendre que la nature de nos pensées, la nature de notre environnement vient les moduler. Quand vous êtes en vacances au bord de la plage, vous vous baladez en forêt, vous êtes en montagne, il y a grand soleil, il fait beau, c'est pas tout à fait la même que lorsque il fait gris, vous êtes en pleine ville, au milieu des bouchons. Voilà, vous voyez bien que l'environnement visuel, l'environnement olfactif, l'environnement sonore, la luminosité vient jouer sur notre chimie intérieure et la nature de nos pensées également. Quand on est dans les bouchons, on n'a pas tout à fait la même pensée que lorsqu'on est sur la plage ou dans une rando en forêt. C'est la chimie de notre cerveau qui est modifiée par notre environnement. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, je vous l'ai dit, un neurotransmetteur, c'est un messager qui permet à deux neurones de communiquer entre eux. Ça se passe au niveau de la fente synaptique. Et on a tous un profil dominant de certains types de neurotransmetteurs. Voilà, et notre capital en neurotransmetteurs, notre équilibre en neurotransmetteurs va varier en fonction du stress, de nos gènes, de notre alimentation, de nos activités, de notre environnement. En matière d'alimentation, plus on a une alimentation crétoise, méditerranéenne, plus on va fabriquer des neurotransmetteurs sympas. Au contraire, plus on va avoir une alimentation inflammatoire, à base de graisses saturées ou de sucre rapide, plus on va stresser l'organisme. Nos gènes aussi jouent pour beaucoup, enfin en partie. On n'arrive pas tous avec le même niveau de détente sur Terre. On sait maintenant que jusqu'à nos grands-parents, si nos aïeux, nos grands-parents plutôt, ont vécu des traumatismes dans la vie, eh bien, ce n'est pas ces traumatismes qui sont transmis de manière explicite à leurs enfants et aux petits-enfants, c'est la réponse du corps à ces traumatismes. La réponse du corps à un traumatisme, c'est que ça allume des gènes du stress. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. On allume et on éteint des gènes en fonction de l'environnement. Et donc, quand ce sont des gènes de stress qui s'allument, c'est transmis aux enfants, c'est transmis aux petits-enfants. Donc, il y en a qui arrivent sur Terre plus stressés que d'autres, plus anxieux que d'autres. Et ça s'explique notamment par ça. OK ? Alors, ce qu'il faut comprendre également, parce que c'est extrêmement important de comprendre les neurotransmetteurs, c'est que, comme je vous le disais, c'est des facteurs. C'est comme des facteurs qui ont plusieurs messages à délivrer dans les boîtes aux lettres d'un immeuble. Pour tel locataire, ça va être une carte postale du soleil. Pour un autre, ça va être un rappel d'huissier. Voilà. La dopamine, souvent dans l'esprit des gens, c'est associé à la molécule du bien-être, du plaisir. C'est vrai. C'est-à-dire que quand vous buvez un verre de vin, vous mangez du sucre, vous rigolez, vous faites du sport aussi, c'est de la dopamine. Mais vous prenez de la drogue, des choses illicites, des choses dangereuses, c'est quand même de la dopamine. Vous fumez, eh bien, vous fabriquez de la dopamine. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est de la dopamine qui est sécrétée, la molécule du plaisir. En soi, c'est intéressant parce que sans dopamine, on ne serait pas là. C'est ça qu'il faut retenir. Sans dopamine, je ne suis pas là, vous n'êtes pas là, personne n'est là. C'est-à-dire que pendant 300 000 ans et même avant, c'est parce qu'au moment de l'accouplement entre un homme et une femme, il y avait du plaisir associé, que ça leur donnait envie de réitérer l'action. Voilà, si au moment de coucher ensemble, l'homme et la femme, pendant des millénaires, des centaines de milliers d'années, si les deux avaient zéro plaisir associé, ils se disaient, on n'y retourne pas, on a perdu du temps là, on va retourner pêcher, chasser, je ne sais pas quoi. On n'y retourne pas parce qu'en fait, on s'agite pour rien, il n'y a pas de plaisir associé. Le plaisir existe dans la nature pour renforcer un comportement qui est bon pour soi individuellement et au niveau de l'espèce, pour perpétuer l'espèce. S'il n'y a pas de récompense, de motivation, on n'y retourne pas. Tant et si bien qu'on a même pu montrer que vos ancêtres, mesdames, il y a 1 million d'années, donc qui étaient un peu plus velus que vous, qui n'étaient pas vraiment des sapiens, il n'y avait pas de système ovarien. Il y a une étude qui a posé ça sur la table en disant que non, c'est certainement comme les hommes au moment de l'orgasme où il y avait libération d'ovules. Donc ça veut quand même dire que chez les hommes et les femmes, en tout cas nos ancêtres, c'est lorsqu'il y a plaisir qu'il y a libération de spermatozoïdes et d'ovules et qu'il y a potentiellement fécondation. Donc la dopamine sert à ça, mais pas qu'à ça. Ça sert à la prise de décision, à la motivation, ça sert à l'attention, à la curiosité. Dans Parkinson,
vous avez une autre substance, la substance noire du cerveau qui fabrique de la dopamine qui est touchée. Et ça va avoir des conséquences notamment sur la motricité et la posture. Hein. Dans Parkinson, c'est de ça dont il s'agit. C'est pour ça que d'ailleurs, on donne aux patients parkinsoniens de la L-Dopa, qui est un précurseur de dopamine, pour qu'ils en fabriquent un petit peu. Fonctionnement du système immunitaire, ça joue un rôle dans la dépendance. Vous voyez, c'est multiple. Mais en résumé, c'est quand même le moteur du cerveau, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. La sérotonine, c'est autre chose, c'est la sérénité, donc la fameuse molécule du bonheur, qui permet de synchroniser le cerveau et ça influence de façon positive le comportement et l'humeur, ça régule l'humeur, le sommeil, hein, puisque c'est le précurseur de la mélatonine. C'est ce qui fait qu'on réfléchit avant d'agir, donc moins on a de sérotonine, plus on passe à l'action sans réfléchir. Ça régule la température, les rythmes circadiens, c'est-à-dire tous les rythmes biologiques, il y en a 700. Vous avez toutes et tous 700 rythmes biologiques qui sont basés sur 24 heures, température corporelle, sommeil, péristaltisme, division cellulaire, qui sont basés sur 24 heures. Lorsque ça se dérègle, c'est pas top. La sérotonine maintient ce rythme-là. Donc tout ce qui favorise la sérotonine, la nature justement, hein, par les mycobactériums entre autres, on y va. L'appétit, sensibilité aux migraines, rôle majeur dans la coagulation sanguine. Vous voyez, ce sont des messagers qui ont plusieurs messages. Donc, tout ce qui va favoriser leur synthèse, naturellement, on prend. Alors, réduire le stress grâce à la nature, le pouvoir de la lumière. Et oui, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais les lumières vertes et bleues rassurent notre cerveau, hein, qui est programmé depuis des dizaines de milliers de générations. Des dizaines de milliers de générations, ça fait des centaines de milliers d'années, à chercher la nourriture où ça. Maintenant, nous, on cherche la nourriture dans le frigo. Mais avant, le frigo, le congélateur, le marché, c'était la nature. Et ça a duré pendant des milliers et des milliers de générations. On était en symbiose complète avec notre environnement et on a les mêmes gènes que nos ancêtres. Il ne faut pas oublier qu'on a les mêmes gènes, exactement. On est comme des Cro-Magnons d'il y a 30 ou 40 000 ans. Hein. Donc, on a hérité ça de nos ancêtres. Et on est très sensible aux lumières vertes et bleues. Voilà, parce qu'on allait chercher de la nourriture dans la nature. Et on a intégré le message que lorsque c'est très vert et très bleu, il y a beaucoup plus de chances de s'en sortir et donc de trouver à manger. Voilà. Et une détente s'opère lorsque notre cerveau est baigné de ces lumières. C'est comme si notre cerveau se disait « Ah, là, il va y avoir à manger, c'est bon, on va pouvoir survivre. » On parle même, d'ailleurs, de luminothérapie. Hein. Quand on fait des petites dépressions saisonnières, on vous conseille de prendre des lampes de luminothérapie. Ça fonctionne même mieux que des antidépresseurs. Et ça a tendance à remonter un petit peu le moral. On est très sensible, encore une fois, à la lumière, notamment pour cette raison-là. C'est un message qui nous dit, ici, il y a de la lumière, ici, il y a du vert, ici, il y a du bleu. On va être bien, on a de quoi manger, on se détend. Donc, la forêt offre cela à elle toute seule, hein, au travers de milliers de nuances de vert, d'ombre, de lumière, lorsque le soleil joue à travers ses feuilles. Alors, le pouvoir du bleu, la couleur bleue a un effet très fort, car on a des photorécepteurs dans la rétine qui sont sensibles au bleu, notamment la mélanopsine, hein, qui est connectée à une partie du cerveau qui organise le métabolisme sur 24 heures, cette fameuse horloge biologique dont je vous parlais. Et il y a eu cette fameuse expérience en 1962 où un type s'était enfermé pendant 24 heures, plus de 24 heures, pendant plus de 2 mois dans une caverne sans lumière naturelle. Et en fait, on s'était aperçu que ces composantes, ces rythmes circadiens avaient complètement bougé. Ils n'étaient plus sur 24 heures, mais sur 24h30. Alors, ça peut vous sembler pas grand-chose, une demi-heure de décalage, mais pourtant, c'est énorme. Alors, il faut profiter de la lumière de l'aube, ce qu'on appelle la lumière bleue, qui est une lumière très, très tonique. Voilà. Cette lumière bleue active, encore une fois, je vous le disais, la mélanopsine, qui permet d'être plus concentré. Et comme disait Yves Klein, le bleu est la couleur de l'infini, le jaune du soleil, le brun la terre. Le bleu est une expérience de l'infini comme quand on regarde la mer, un sentiment d'ouverture. Les couleurs, on peut le dire comme ça, comme disait Cézanne, les couleurs sont le lieu de rencontre entre nous et le monde. Donc on a besoin de lumière, on a besoin de couleurs. Alors encore une fois, on en revient toujours à ça. Pourquoi un impact si profond? C'est lié à l'héritage de la biophilie, cette fameuse explication, cette hypothèse de la biophilie, qui nous rappelle nos biotopes d'origine. Le bleu, c'est l'eau, le vert, c'est les végétaux. Voilà, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Alors, l'air marin, parce que je vous parle de forêt, mais l'air marin a aussi pas mal de pouvoir en termes de diminution du stress. Vous vous sentez fatigué, épuisé, à bout de souffle, eh bien,
simplement respirer un peu l'air marin, ça regorge de bienfaits pour notre santé, pour notre vitalité. C'est un concentré d'air marin d'ions négatifs. Alors, les ions, vous savez, c'est des atomes à qui on a retiré quelques électrons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est vraiment de la chimie pure. Donc l'air marin est particulièrement riche en ions négatifs, ces petites particules chargées électriquement, qui ont un effet bénéfique sur l'organisme. Selon une étude qui a été menée à l'Université de Columbia, l'exposition aux ions négatifs, donc à l'air marin, peut augmenter nos niveaux d'énergie de 30% en seulement 20 minutes. Alors, comment les ions négatifs boostent-ils notre vitalité ? Ils agissent directement sur le système nerveux en stimulant la production de sérotonine. Encore une fois, cette fameuse sérotonine, ça faut le retenir. Donc, du mycobactérium, des ions négatifs, tout ça c'est bon pour la sérotonine, l'hormone du bonheur et du bien-être. Il favorise aussi l'oxygénation de nos cellules, ces fameux ions négatifs, ce qui améliore notre respiration et notre circulation sanguine. Résultat, quand vous vous baladez, encore une fois, 20 minutes, avec les 30% d'énergie en plus, on se sent plus énergique, plus vif, plus dynamique. Toujours pareil, je vous ai parlé de l'air marin, je vous ai parlé de la forêt, la terre, mais le mouvement et le son des vagues. J'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup l'été qui font une petite sieste au bord de l'eau et puis vous vous laissez bercer par le son des vagues, le mouvement et le son des vagues. Et là aussi, il y a une analogie avec le cerveau, un peu comme le cerveau avec la forêt tout à l'heure. Il y a une analogie avec les vagues dans notre cerveau au niveau de l'activité électrique. C'est-à-dire que par moment, dans le cerveau, on a des grandes vagues. C'est ce qu'on appelle l'activité par défaut. Et dans la ligne de base du cerveau, on peut voir une grande vague qui se déplace comme ça toutes les 10 secondes dans notre cerveau. Voilà. Il y a peut-être une forme de synchronisation, un phénomène de cohérence qui s'opère entre le mouvement des vagues et cette vague qui, toutes les 10 secondes, se déplace dans notre cerveau, une espèce de synchronicité qui est un peu comparable aux comptines, aux berceuses, qui a tendance à nous calmer. Alors, le son des vagues, c'est plus qu'une simple musique pour nos oreilles. Ça évoque aussi un sentiment de tranquillité profonde, ça nous plonge dans un état méditatif. Quand on s'imagine, je vous le disais, assis sur une plage, les yeux fermés, si on fait un peu d'ancrage émotionnel, on entend les vagues qui se brisent doucement contre le rivage. Il y a un son rythmique, presque hypnotique, qui calme l'agitation de l'esprit, qui apaise les inquiétudes, qui nous reconnecte à quelque chose de plus grand. C'est ça qui est intéressant dans l'immensité de l'océan ou dans certains paysages. C'est que d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont tellement, tellement, tellement plus grandes que nous, que notre petit moi et nos soucis, ou alors notre ego est complètement dilué. Voilà. Et donc, du coup, il y a comme une forme de lâcher-prise qui s'opère. La mer n'est pas qu'une étendue d'eau, ça devient le miroir de notre âme, ça reflète également nos désirs de paix, de sérénité. Voilà. Au niveau sensoriel, écouter les vagues, c'est comme un voyage à travers nos sens. Le bruit des vagues qui se retirent sur le sable, le ressac doux, c'est un balai continu qui nous berce. On peut sentir l'eau fraîche sur les pieds, l'odeur saline de l'océan, la brise marine qui caresse le visage. Ça donne envie tout de suite. C'est une expérience complète qui nous engage non seulement auditivement, mais visuellement, tactilement et même olfactivement. C'est un rappel que nous sommes une partie intégrante de cette vaste et magnifique planète. Si on y prête attention, on remarque que chaque vague a sa propre voix, son propre rythme, comme un motif unique dans un tissu richement coloré. Chaque vague est une œuvre d'art en soi, et leur symphonie conjointe, c'est un chef-d'œuvre de la nature qui nous invite à nous arrêter et à écouter. Voilà. J'avance un petit peu. 3/4 d'heure. Voilà, il me reste encore un petit peu de temps. Je voulais vous parler, bien sûr, du système immunitaire également. Je vous ai dit, on a longuement parlé du stress, mais c'était important d'en parler pour une simple et bonne raison, c'est que j'insiste là-dessus, le stress chronique, c'est vraiment l'antichambre de toutes les maladies, en tout cas de beaucoup d'entre elles. On en parle de plus en plus maintenant, même si ce n'est pas complètement prouvé, mais en tout cas, il y a des corrélations. Beaucoup de cancérologues pensent que le stress chronique favorise la survenue, l'occurrence de cancer. C'est très difficile à le prouver, mais il y a des études qui vont dans ce sens, même si beaucoup d'entre vous peuvent se dire « bah oui, ça ne m'étonne pas, encore faut-il le prouver ». Mais c'est surtout en effet à la fois sur le système immunitaire, à la fois sur le sommeil, à la fois sur la tension artérielle que le stress chronique va avoir un effet, et notamment aussi sur l'inflammation. Donc c'est pour ça que j'en fais l'ennemi public numéro 1 et je ne suis pas le seul. Et c'est pour ça que tout ce qui va concourir
à diminuer le stress chronique, il faut le prendre. Et la nature, il n'y a rien de plus naturel que la nature. Hein, j'enfonce une porte ouverte. Certains vont se tourner vers des substances illicites. Par exemple, c'est tout bête, mais vouloir diminuer son stress à coup de tabac ou d'alcool, ça ne va pas marcher. En tout cas, ça va être illusoire, ça va être très ponctuel, très momentané. Ayez toujours à l'esprit, par exemple, que l'alcool est un dépressogène. Une consommation régulière d'alcool crée de la dépression. Toutes les substances illicites que vous pouvez connaître et dont on entend parler et qui explosent favorisent au contraire l'anxiété. Voilà. Donc, ce sont des faux amis. Réduire le stress par des moyens naturels, il n'y a rien de mieux. Alors, les bienfaits sur notre système immunitaire. J'insiste sur ça, sur le système immunitaire. Hein, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux axes, le stress et le système immunitaire. C'est que lorsque vous avez le virus de la Covid, lorsque vous avez la grippe, de manière cyclique tous les ans, ce sont les mêmes virus qui viennent se présenter à vous. Les mêmes que les virus qui vont se présenter à un gamin de 14-15 ans ou à une jeune fille, un jeune homme de 20 ou 25 ans. C'est les mêmes virus, sauf que ça va faire du dégât chez ceux dont le système immunitaire ressemble à un pistolet à eau, quand les autres ont des canons César ou des rafales ou je ne sais quoi. Alors, métaphore un peu guerrière, mais comme ça on comprend bien ce que ça veut dire. Votre système immunitaire, c'est votre système de défense. L'ennemi en face, il va sembler tout petit et insignifiant si votre système de défense, il est complet, opérationnel à 100%. S'il est presque inexistant, le tout petit ennemi va devenir potentiellement délétère. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent même partir ou même décéder du virus de la grippe, par exemple. Donc, tout ce qui vient renforcer le système immunitaire, il faut le prendre. Et on va en revenir justement à quelque chose de magique, parce que ces résultats sont magiques. Encore une fois, c'est les Japonais qui nous ont ouvert les yeux sur ce sujet. Notamment quand on parle des phytoncides de la forêt. Alors, l'atmosphère de la forêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très concentré en phytoncides. C'est des molécules volatiles utilisées par les arbres pour se protéger des champignons. Les arbres doivent se défendre contre des agressions. Ils fabriquent donc ces molécules qu'on appelle des phytoncides volatiles que nous allons respirer lorsqu'on se balade en forêt. J'attire votre attention, je vais le lire dans une seconde, donc je reviens là-dessus, sur le domaine olfactif et ses phytoncides. Dès 1982, le Japon préconisait des promenades dans la forêt pour une bonne hygiène de vie. On peut relier cette pratique au shintoïsme, dont le culte de la nature, mais également associé aux grandes études épistémologiques sur le stress au travail. Voilà. Effet des odeurs sur le système immunitaire. L'atmosphère de la forêt est très concentrée en phytoncides, et ces molécules vont avoir un effet sur notre système immunitaire, notamment sur les fameuses cellules NK. Alors, cellules NK, ça vous dit peut-être rien, vous en avez peut-être déjà entendu parler pour ceux qui connaissent un peu le système immunitaire. Natural killer, pardon pour mon accent anglais, ce sont des cellules qui attaquent les cellules malades du corps pour les tuer, donc les cellules tumorales ou infestées par des virus. C'est vraiment, c'est nos missiles, c'est nos armes absolues, nos cellules NK. Plus vous en avez, plus vous êtes protégé. Moins vous en avez, moins vous êtes protégé. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran là, c'est le résultat. Après 6 heures de balade dans une forêt, 6 heures, au bout de 2 jours, on a une augmentation d'à peu près 50% de ces cellules dans notre système immunitaire. Et les effets d'une seule balade durent environ 1 mois. Donc je pense que ça vaut le coup que je redonne ce résultat, tellement il est impressionnant. Tellement c'est incroyable de se rendre compte qu'un comportement naturel dans un écosystème naturel permet d'obtenir ces résultats-là. Voilà, on n'a pas ça en allant dans une pharmacie, on a ça en se baladant. 6 heures dans une forêt, plus 50% de cellules NK. Et ça dure 1 mois. Donc une balade, une randonnée de 6 heures par mois. Voilà, alors évidemment, 6 heures, je ne vais pas vous cacher, moi je suis un marcheur, mais 6 heures, ça ne se fait pas comme ça non plus. Alors ensuite, là, on n'est pas sur l'aspect bénéfice de l'activité physique qui nécessiterait que je vous dise qu'il faut marcher à un certain rythme pour bénéficier des bienfaits de la marche sur la santé. Là, c'est simplement 6 heures de balade, c'est-à-dire que même si vous allez lentement,
ben vous humez pendant 6 heures ces phytoncides. Même si c'est la cueillette de champignons, vous les humez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de marcher à un rythme très soutenu. Là, je parle vraiment des phytoncides, 6 heures d'exposition, 1 mois de bénéfice, plus 50% de cellules tueuses. C'est juste incroyable. Et les Japonais l'avaient compris très, très vite. Alors, ça peut aussi expliquer tout ça, pourquoi les patients des hôpitaux dont la chambre donne sur un arbre guérissent sensiblement plus vite. Ça a été observé. Et ont moins de douleur que les patients dont la fenêtre donne sur un mur de briques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est observé dans les hôpitaux très, très fréquemment. Bon, bah, ça revient à dire que finalement, là où il y a des arbres, là où il y a des champs d'oiseaux, là où il y a des phytoncides, là où il y a des vagues, bon, bah, c'est plutôt bon pour la santé, alors que là où il y a des murs, là où il y a des parpaings, c'est tout à fait le contraire. Donc, retenez que des bains de forêt une fois par mois suffisent à maintenir une grande activité de ces cellules vitales du système immunitaire. La France fut un temps, on n'était qu'une forêt géante. On a pas mal rasé de forêts, de pans de notre territoire, mais il en reste encore pas mal. Donc n'hésitez pas. Tout à l'heure, je vous parlais aussi des mycobactériums. Ce n'est pas une redite, c'est les fameuses mycobactériums, rappelez-vous, qui permettent de stimuler tout ce qui est sérotonine. Eh bien, ça a aussi un rôle sur le système immunitaire et les capacités cognitives. Les capacités cognitives, c'est notamment l'attention, la mémoire, voilà. Une expérience en Finlande a été menée qui concluait que le contact d'une terre forestière améliorait le système immunitaire des enfants, modifiait leur flore intestinale en quelques semaines. Et on pense qu'en effet, le mycobactérium n'est pas pour rien dans cette affaire. En 2007, on a démontré en laboratoire que les souris à qui la bactérie avait été transmise montraient une meilleure capacité de concentration et de réflexion, donc capacité cognitive améliorée, et réagissaient mieux au stress. Donc, mycobactérium, c'est plus de sérotonine, plus de concentration, plus de réflexion et un meilleur système immunitaire. Donc, ça vaut le coup de retenir son nom. Alors là encore, ça n'est pas une redite, c'est l'autre aspect. Je vous ai parlé de la forêt, je vous ai parlé des vagues, de la mer, à travers la diminution du stress. Mais figurez-vous que tous ces écosystèmes ont aussi un effet sur le système immunitaire, où on en revient aux embruns de la mer, qui influencent le système immunitaire également. L'air marin fait visiblement du bien à la tête et au corps, ça vous en avez déjà fait l'expérience. L'exposition fréquente aux aérosols de pulvérisation marine. Le terme technique, aérosol de pulvérisation marine, terme technique pour dire embrun. Eh bien, ces embruns contiennent des micro-organismes marins. Et oui, c'est partout les micro-organismes, ça ne se voit pas. Et des composés bioactifs qui influencent la santé humaine. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Alors, l'air marin je vais plutôt prendre celui-là. On a constaté que l'air marin était un immunostimulateur. On a constaté des effets d'activation de plusieurs récepteurs et de facteurs de transcription, alors là, je vous parle de génétique, qui sont connus pour jouer un rôle clé dans le système immunitaire humain. Et les réponses immunitaires constatées étaient en outre corrélées tantôt au nombre total de bactéries dans les échantillons d'embrun, tantôt au niveau d'endotoxines et parfois les deux. Donc, plus vous avez de bactéries dans les embruns, plus vous avez l'activation génétique de gènes qui s'activent pour vous défendre. C'est comme si on mettait le canon César en action, parce qu'au bout d'un certain nombre d'embruns à respirer, bim, ça allume votre système de défense. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va loin, ça va jusqu'à activer des gènes. Donc, on est encore une fois en permanence en interaction avec notre environnement, pour le pire comme pour le meilleur. Donc oui, ces activations, ça crée une meilleure réactivité en cas d'infection, en stimulant le système immunitaire.
parce que ces fameux embruns, encore une fois, contiennent des bactéries. C'est un effet bénéfique des embruns sur le système immunitaire qui pourrait même expliquer, écoutez bien ça, hein, c'est encore un résultat, pas d'étude, mais quelque chose qui a été observé. Hein. Cet effet bénéfique des embruns sur le système immunitaire expliquerait même pourquoi en Italie, lors de la Covid-19, il y eut moins de cas sur le littoral et de manière générale, pourquoi les personnes qui vivent au bord de mer sont souvent en meilleure santé que les continentaux. Moi qui suis coincé en région parisienne, ce n'est pas le genre de conclusion d'études qui me ravit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, le littoral, c'est bon pour la santé. Voilà, donc peut-être des envies d'ailleurs qui vont germer dans votre esprit, je ne sais pas. Alors, les autres bienfaits de la nature sur la santé, je vous ai parlé du stress, du système immunitaire, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je ne développe pas parce que je n'ai pas le temps. Ça peut faire l'objet d'une conférence complètement en tant que thématique principale, c'est-à-dire les bénéfices de l'activité physique. Peut-être que certains ont déjà assisté à une de ces interventions de ma part sur l'activité physique, les bénéfices de l'activité physique sur le cerveau et sur la santé. Sachez que si vous faites ça en pleine nature, vous démultipliez un petit peu ces bienfaits. Le simple fait de marcher va augmenter l'espérance de vie. Donc, si vous marchez une demi-heure à 1 heure par jour sur le littoral, en montagne, en forêt, eh ben, vous allez faire le plein de phytoncides, de mycobacterium, d'air iodé. Mais en plus de ça, vous allez avoir les bénéfices de l'activité physique, donc préservation de la masse musculaire, préservation de la densité osseuse. Quand vous bougez, il va se passer une chose absolument incroyable. Je ne sais pas si vous le saviez, mais votre organisme produit énormément de déchets. Ces déchets doivent être évacués, doivent être drainés. C'est le système lymphatique qui fait ça. Et il n'y a pas de pompe pour drainer les déchets rejetés par vos cellules. Il n'y a pas de pompe. Ce qui permet d'activer le système lymphatique, c'est l'activité physique. C'est parce qu'on bouge qu'on réussit, c'est parce qu'on bouge qu'on réussit à drainer ce système lymphatique. D'accord ? Le cœur, lui, va pomper le sang, va envoyer l'oxygène partout dans l'organisme. L'oxygène circule grâce à cette pompe qu'on appelle le cœur. Pour le système lymphatique, il n'y a pas de cœur. C'est uniquement le mouvement qui permet de l'activer et donc de drainer ces déchets. Donc, dès que vous marchez, dès que vous bougez dans la nature, vous activez ce système lymphatique. Donc, voilà, il faut avoir ça à l'esprit. Quand on avance en âge, par exemple, le système cardiovasculaire tend à se rigidifier, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que risque d'AVC associé, ça peut casser. Le fait de bouger va permettre de maintenir une élasticité du système cardiovasculaire, va renforcer l'élasticité du système cardiovasculaire. Les bénéfices sur la santé sont multiples. Du fait de bouger, ça diminue les maladies coronariennes, ça augmente le système immunitaire, la totale. Je le dis souvent, si votre cardiologue vous dit d'aller en salle de sport pour prendre soin de votre cœur, mais que la salle de sport, c'est vraiment pas votre truc, pendant une séance, vous allez vraiment travailler ce qu'il faut, mais vous n'allez jamais y retourner parce que zéro plaisir associé. Par contre, vous allez faire une randonnée, vous prenez un plaisir de dingue, avec un ami ou même tout seul, vous prenez un plaisir de dingue, vous allez dire mais quand est-ce que j'y retourne? Encore une fois, ça, c'est parce que vous avez fabriqué de la dopamine et donc vous avez envie de réitérer une expérience positive, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait de préserver l'espèce. Et bien voilà, la nature va vous motiver à bouger. Si vous trouvez des super spots, ça va vous motiver à bouger et donc vous allez avoir tous les bénéfices liés à l'activité physique. J'insiste, des gens qui marchent plus de 3 km par jour versus moins d'1,5 km par jour, c'est jusqu'à 7 ans d'écart en termes d'espérance de vie. Un impact aussi de l'espérance de vie, c'est la nature de nos pensées. Si vous évoluez en permanence dans un environnement sombre, toxique, pas de joie, il fait gris, c'est que du minéral, avancer en âge dans ce type d'environnement, c'est pas génial. On sait que la nature de nos pensées, si quand on avance en âge, la nature de nos pensées et qu'on voit le vieillissement, l'avancée en âge comme quelque chose de positif,
c'est jusqu'à 7 ans et demi d'écart en termes d'espérance de vie, en plus. Donc, évoluer dans un environnement naturel, dans quelque chose de beau, avec des jolies lumières, avec de la mer, avec du vert, ça vient nourrir nos pensées, n'oubliez pas ça. Ça s'impacte, ça nous donne des pensées différentes qu'un environnement urbain, métro, boulot, dodo. Et donc, forcément, on ne voit pas la vie de la même manière. Et donc, forcément, on vit plus longtemps. Voilà. Je vous rappelle quand même que les super seniors, on en trouve beaucoup en Sardaigne. Voilà, c'est une île absolument magnifique. Ils marchent, régime crétois, et la nature est à 360 degrés autour de vous. C'est juste sublime. Voilà. Alors, les autres bienfaits, donc sur l'activité physique, je répondrai à des questions si vous en avez. Les autres bienfaits, alors rapidement, on arrive bientôt au bout, je pense que j'arriverai à tenir les délais. Les autres bienfaits de la nature sur la santé. Donc l'air marin oxygène le corps et l'esprit. Attention, hein, sans oxygène, vous le savez, on est foutu. L'oxygène sert à une chose. Hein. Quand vous entendez dire de quelqu'un qu'il a de l'énergie, le point commun de tous les êtres humains sur Terre, nous sommes 7 milliards, c'est que l'énergie, c'est comme le stress et le cortisol, l'énergie, ça a un nom, ça s'appelle ATP, adénosine triphosphate, retenez juste ATP, ça n'a rien à voir avec le tennis, adénosine triphosphate, c'est parce qu'on mange. Et que l'oxygène qu'on respire vient oxyder ce qu'on mange, qu'on fabrique. C'est oxygène plus aliment qui fabrique l'ATP. Donc plus on oxygène, plus on sait respirer, plus on a d'énergie. Donc apprendre à respirer avec le ventre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire aussi. Voilà, gardez ça dans un coin de votre tête. La respiration abdominale, c'est la manière dont on a toujours respiré. Et dans nos sociétés modernes, plus personne ne respire avec le ventre, malheureusement. Donc l'air marin pour oxygéner votre corps et votre esprit. L'air marin est également réputé donc, pour sa richesse en oxygène. Hein. Sa concentration en oxygène est plus élevée que l'air continental, notamment grâce à l'action des vagues et des embruns qui libèrent de fines particules d'eau chargées en oxygène. Et c'est en effet, je vous le disais, un carburant essentiel pour notre organisme. C'est essentiel pour maintenir un niveau d'énergie et lutter contre la fatigue, justement parce que plus on a d'oxygène, plus on va fabriquer cette fameuse ATP. Lorsque nous manquons d'oxygène, nos cellules peinent à produire l'énergie dont elles ont besoin. Elles peinent à produire l'ATP dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Donc, en respirant l'air marin, vous faites le plein d'oxygène et vous donnez un véritable coup de boost à votre organisme. Moi, je pense qu'à peu près tout le monde ici, tous ceux qui m'écoutent et qui sont déjà baladés sur le littoral, ont pu ressentir ces effets-là. Allez, il me reste 10 minutes. Les autres bénéfices de la nature sur la santé, les embruns, hein, tout simplement, hein, source de minéraux et d'oligo-éléments revitalisants. Donc l'air marin, je vous l'ai dit, est chargé en embruns, des fines gouttelettes d'eau salée qui se forment lorsque les vagues se brisent. Ces embruns sont riches en minéraux, en oligo-éléments essentiels à notre santé, comme le magnésium, le potassium, le calcium, sélénium, qui sont des précieux alliés pour notre équilibre énergétique. Ces minéraux jouent un rôle clé dans de nombreux processus biologiques, encore une fois, notamment dans la production d'énergie au niveau cellulaire. Le magnésium, dont vous entendez souvent parler, notamment le magnésium marin, est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. 300. Et ça contribue, comme vous le savez, à réduire la fatigue et l'épuisement. En respirant cet air marin, vous faites le plein de ces précieux minéraux et vous aidez votre corps à retrouver son équilibre énergétique. Les autres bienfaits de la nature sur la santé, l'air iodé, j'en ai déjà parlé, hein, mais qui est naturellement chargé en iode, un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, important pour notre métabolisme énergétique, car il stimule l'activité de la glande thyroïde, qui régule aussi cette fameuse production d'énergie. Voilà. Donc il y a tout dans l'air iodé, hein, pour le système immunitaire, pour l'humeur, l'amélioration du sommeil. Alors l'amélioration du sommeil, tout simplement parce qu'on rumine moins. Quand on est dans la nature, on se sent tout petit, on est dilué dans quelque chose de plus grand. On a un fonctionnement cérébral qui se met un peu en mode par défaut, donc moins de stress. Qui dit moins de stress dit moins d'éveil, parce que le stress stimule les centres de l'éveil. La nuit, quand on cogite, on a du mal à s'endormir. Donc dès qu'on diminue le stress, on dort plus facilement. Et puis si en plus on a rencontré Mycobacterium, on fabrique de la sérotonine qui permet de fabriquer plus de mélatonine et on dort encore mieux. Et si on s'est dépensé en marchant,
on a grillé un peu d'énergie, ce qui favorise aussi l'endormissement. C'est du plus. OK ? La nature diminue aussi nos ruminations. Hein, c'est ce que j'ai commencé à évoquer un petit peu. C'est l'hypothèse restauratrice de la nature. C'est parce que la nature évite de ruminer. Il y a une étude publiée dans Science en 2010. Science, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est vraiment une des presses les plus connues pour la presse scientifique, un des médias les plus connus. Et donc, en 2010, Science nous disait qu'on passait en moyenne 50% du temps, ce qui est énorme, hein, notre vraie richesse après la santé, c'est le temps, 50% du temps à penser à autre chose que ce que l'on est en train de faire. Et, ajoute-t-il, en plus de ça, ces pensées sont négatives. Une étude en 2015 sur près de 3000 enfants suivis à Barcelone pendant environ 1 an, à l'aide de GPS, pour mesurer l'effet à l'exposition à des paysages naturels. Écoutez les résultats. Les enfants le plus exposés à la nature avaient une meilleure mémoire de travail, donc de meilleures performances cognitives que les autres. C'est ça l'hypothèse restauratrice de la nature qui fait qu'on fait une pause et donc ça engendre un mécanisme de régénération et le cerveau peut de nouveau être actif. Le cerveau fonctionne toujours sur un cycle d'activité, travail à haut niveau, repos. C'est pour ça qu'on recommande, dans le cadre du travail ou ailleurs, de toujours faire des pauses, 5 minutes, 10 minutes, marcher, prendre l'air. D'ailleurs, on est beaucoup plus créatif quand on marche, quand on bouge, parce que notre cerveau est capable, dans ces moments-là, de faire beaucoup plus d'associations. Donc la créativité, certains l'ont certainement expérimenté parmi vous, est fortement boostée lorsqu'on marche dans la nature, ou qu'on court dans la nature, qu'on fait du vélo dans la nature. Voilà. Allez, on arrive tranquillement au bout. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Je réfléchis sur les bénéfices de la marche et de l'activité physique. Vous avez, je vous le disais tout à l'heure, vous avez un effet antidépressif, vous avez un effet sur l'humeur, simplement en respirant des phytoncides ou des mycobactériums. Oui, mais vous avez un effet qui serait décuplé si en plus vous marchez à un certain rythme. Voilà. Et on sait d'ailleurs, en 2024, pour la première fois dans l'histoire en France, l'Agence nationale de santé recommande en première intention, lorsqu'il y a des cas de dépression légère à modérée, l'activité physique comme premier médicament naturel, l'activité physique, devant les antidépresseurs. Alors, si vous faites les deux, c'est peut-être encore mieux. Si en plus vous allez voir un psy, parce que ça ne va pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et donc vous allez avoir, encore une fois, du plus, si vous voulez. Mais ça ne marche pas pour les dépressions sévères. Mais pour les dépressions légères à modérées, bouger est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc, bouger dans la nature, vous êtes doublement gagnant parce qu'en effet, la nature va vous appeler, va vous motiver peut-être plus qu'une salle de sport. Ensuite, ça, c'est à vous de voir. Et vous allez bénéficier des bénéfices de l'activité physique et ceux de la nature. Donc, il y a un effet cumulatif des deux. Donc, pour l'humeur, pour le système immunitaire, bouger dans la nature, c'est le top du top. Bon, renseignez-vous quand même un peu avant, parce que des fois, on pense faire bien les choses, vous voyez. Puis au final, vous avez plus de plastique dans des bouteilles en verre que dans des bouteilles en plastique. Et puis des fois, vous marchez ou vous courez dans la campagne française. Et puis, c'est des coins où il y a 2 fois plus de Parkinson, parce qu'avec les épandages, voilà, on se contamine. Et bon, ça, c'est très bien documenté. C'est pas toujours facile de bien se nourrir, je suis d'accord avec vous. On croit bien faire, et puis en fait, on en découvre tous les jours des choses. C'est assez incroyable. Pareil pour la pollution. Bon, c'est pas toujours évident de savoir où on peut s'ébrouer dans la nature sans mettre en danger ses poumons. Voilà. Bon, ça vaut le coup de se renseigner un petit peu où on va, quoi. Souvent, on se dit, tiens, la Savoie, c'est bien. Puis en fait, en Savoie, vous avez certaines vallées où vous avez à cause de la pollution, vous avez des pics de cancer. Donc, voilà. C'est pas pour vous alarmer plus que ça, mais l'idée, c'est de vous dire qu'est-ce que je mange et où est-ce que je bouge, où est-ce que je marche, où est-ce que je cours. Voilà. Alors, pour finir, en conclusion,
Dans le cadre de la promotion de la prévention santé, sous toutes ses formes, en effet, n'oubliez pas qu'on est en France, on a un petit peu de retard sur d'autres pays en termes de prévention santé. Il y a d'autres pays qui sont un peu plus en avance où justement, pour éviter de donner des médicaments qui ne traitent pas les causes, mais qui accompagnent simplement les symptômes de maladies chroniques, eh bien, on va jouer en amont sur les causes pour ne pas développer de symptômes et ne pas avoir utilisé le médicament. Voilà, c'est ça la prévention santé. En Corée du Sud, ils sont très forts. En Asie, ils sont très forts. Dans les pays du Nord, ils sont très forts. Nous, un peu moins. Alors, c'est en train de changer et on se rend compte que ce soit pour le diabète, que ce soit pour l'hypertension, pour les maladies chroniques, en fait, la prévention, il n'y a rien de mieux. Personne n'a envie de passer sa retraite à prendre des médicaments matin, midi et soir. Alors, des fois, on n'a pas le choix, mais bien souvent, les maladies chroniques, c'est des médicaments qui accompagnent les symptômes, qui traitent les symptômes et pas les causes. Voilà. Donc, dans le cadre de la promotion de la prévention santé sous toutes ses formes, la nature est un pilier majeur sur lequel s'appuyer. J'insiste, il me reste 2 minutes, 2-3 minutes. Le cerveau, on ne peut pas faire de greffe de cerveau, ça n'existe pas. On peut faire des greffes de reins, de foie, de ce que vous voulez. On ne fait pas de greffe de cerveau. Il n'y a pas de médicament pour faire pousser les neurones ni les connexions entre les neurones. Le cerveau n'est éligible à 100% dans sa bonne santé qu'à la prévention santé, uniquement à la prévention santé. Donc, plus vous allez créer d'inflammation dans votre environnement par la malbouffe, le manque de sommeil, les relations toxiques, le manque de nature, moins votre cerveau va bien fonctionner. Ça va créer du stress. Un cerveau qui est sous stress, c'est pas bon. Ça crée de l'inflammation. On sait que c'est pas bon. Plus vous allez mettre dans votre environnement des jolies pensées, des jolies choses que votre cerveau va voir, va apprécier, mieux votre cerveau va fonctionner, meilleure sera votre tension, meilleur sera votre sommeil. C'est durant la nuit que le cerveau se régénère, que le système immunitaire se régénère. Donc, mieux on dort, en meilleure santé on est. Et la nature, l'environnement dans lequel on évolue, a un rôle à jouer là-dessus. L'environnement, c'est ce qu'on voit, et l'environnement, c'est qui on voit aussi. D'accord ? C'est aussi l'environnement social. Donc, à l'heure où la biodiversité est menacée, où le dérèglement climatique s'accentue, se reconnecter à la nature est peut-être une solution pour une prise de conscience collective de la nécessité de la préserver, si l'on veut pouvoir continuer à profiter de ces innombrables bienfaits. Que vous dire d'autre ? Voilà, à l'époque difficile que nous traversons, où le réchauffement climatique se conjugue à des pandémies comme celles qu'on a pu connaître, des pandémies que parfois nous ne savons pas contenir, qui est due aussi à notre non-respect de l'espace naturel et des espèces sauvages. J'en veux pour preuve ce fameux permafrost dont la couche diminue et qui risque de faire remonter à la surface de l'humanité des bactéries 100 fois millénaires qui peuvent être potentiellement fatales pour notre espèce. Voilà, donc à un moment, on joue peut-être un peu les apprentis sorciers avec la nature. Donc il est primordial que nos enfants soient éduqués au respect de la nature, qu'ils la considèrent dès leur plus tendre jeunesse comme une alliée, comme une amie. On constate combien l'environnement forestier est riche et que si les enfants gagnent en force et en santé à son contact, c'est tout simplement parce que les forêts abritent les plus riches écosystèmes du monde terrestre et c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de les préserver au maximum pour nos enfants, parce qu'on vient de la forêt et demain il n'y a plus de forêt, je ne sais pas où est-ce qu'on va en trouver, demain il n'y a plus de mer, je ne sais pas où est-ce qu'on va en trouver. Pour terminer là-dessus, il y en a qui cherchent à se dire, tiens, si la Terre n'est plus habitable, où est-ce qu'on peut aller ? Bon, en fait, quand on s'intéresse un peu au sujet, on se rend compte que des planètes habitables, il faudrait pouvoir se déplacer à la vitesse de la lumière. Alors ça, je crois qu'on ne sait toujours pas faire. Et quand bien même on saurait se déplacer à la vitesse de la lumière, malgré tout, on est tellement insignifiant, le fameux micromégas, qu'il nous faudrait des milliers d'années-lumière pour pouvoir peut-être trouver un autre endroit où vivre. Donc, on mourrait pendant le trajet. On n'est même pas capable de... Voilà, est-ce qu'on pourrait se geler c'est de la science-fiction totale. Donc, trouver une terre de remplacement pour les scientifiques les plus sérieux, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce sera certainement jamais. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre soin de la terre qu'on a parce que notre santé dépend de l'écosystème dans lequel on évolue. Voilà. Donc, prenons soin à notre niveau de notre environnement qui nous le rendra très bien pour notre santé. Je vous remercie de votre attention et je crois que je suis dans les temps. Donc, s'il y a quelques questions, je peux les prendre. Posez vos questions dans le chat et vous pouvez également répondre au petit sondage
de fin de visioconférence qui s'affiche actuellement devant vous. Les questions sont déjà arrivées au fil de cette visioconférence, donc on va commencer dans l'ordre chronologique. Christophe Avant, pour quelle raison la quête absolue du bonheur génère-t-elle plus de mal-être que de joie? Parce que c'est une réponse c'est une réponse qui me semble assez, pour le coup, facile à fournir dans le sens où on a l'impression que on parle de ça matin, midi et soir. Et donc, au final, la quête du bonheur, à partir du moment où ça devient une, une injonction, voilà, une injonction, ça met de la pression. Et plus on cherche à être heureux, moins on l'est. Parce que le bonheur, c'est pas un état permanent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le bonheur a plus à voir avec la sérénité, avec le repos du cerveau, si vous voulez, et être en permanence dans la recherche de bonheur, c'est le meilleur moyen de créer de la frustration, surtout quand cette injonction du bonheur est véhiculée j'allais dire, par une société qui nous fait croire que le bonheur, ça passe par la consommation. C'est surtout ça pour répondre à votre auditeur ou votre auditrice. Il ne faut pas confondre bonheur par la consommation. Et notamment, on entretient cette erreur, notamment quand on emploie le terme « Ah, je suis épicurien, je profite de la vie ». Et souvent, la plupart des gens qui disent « Je suis épicurien, j'en profite », et ils vous disent « Je suis parti ici en vacances, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Il faut savoir qu'Épicure vivait de manière ascétique. Il vivait de peu, il se contentait de peu. Et les gens confondent souvent sérotonine et dopamine. La sérotonine, c'est le bonheur, c'est-à-dire c'est le bonheur dans le sens de la sérénité. C'est dans le sens où j'accepte les choses. J'accepte aussi le malheur. Alors qu'il y a une injonction au bonheur qui voudrait nous laisser croire que le bonheur, c'est un phénomène permanent et qu'on devrait être en permanence heureux. Et que si en plus on n'est pas heureux, c'est de notre faute. Et c'est assez culpabilisant. Donc je ne sais pas si ça répond à votre auditeur, mais en tout cas, les réponses, selon moi, sont allées à chercher de ce côté-là. Merci beaucoup pour cette réponse, Christophe. Nouvelle question. Je me promène dans un parc avec des arbres, un étang et des cygnes, des bancs. Est-ce aussi considéré comme une forêt? Oui, 100 fois oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes à l'hôpital, il y a un seul arbre par la fenêtre, eh ben, vous allez mieux réagir et vous soigner un peu plus vite que si vous avez du béton. Un seul arbre suffit, et c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur les centres urbains. Donc, on veut faire des îlots de fraîcheur maintenant dans les villes. Il suffit de 3-4 arbres, un peu d'ombre, du vert, et le chant d'un seul oiseau, et vous allez bénéficier de tout ça, même si, évidemment, pour les bienfaits sur le système immunitaire, pour les bienfaits sur l'humeur à travers Mycobacterium, c'est mieux d'être vraiment dans la forêt, c'est mieux d'avoir vraiment une terre à travailler. Mais on peut aller plus loin pour répondre à votre auditeur, c'est que imaginez que vous n'ayez rien du tout. Eh ben, le simple fait de mettre du vert chez soi, des plantes d'intérieur, ça change déjà votre environnement. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez reparlé de ce fameux Mycobacterium. Comment est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver plus sûrement qu'une source d'eau avec un bâton, hein. Vous l'avez souvent dans vos jardins, dans le jardin. C'est une bactérie qu'on va retrouver. C'est une bactérie qu'on va retrouver dans les sols. Voilà. Donc ça peut être dans la forêt, ça peut être quand vous jardinez. Alors j'ai pas de carte à vous proposer. Ensuite, il faudrait faire analyser des échantillons de votre terre pour savoir quelles bactéries se trouvent à l'intérieur. J'ai la chance d'être dans un appartement avec balcon et j'ai des arbres, des fleurs, des maisons en face de moi. Est-ce que ça rentre quand même dans ce que vous avez cité il y a quelques instants, les bénéfices que l'on peut retirer de cette présence à la nature? Oui. C'est toujours préférable d'avoir un petit peu de nature que pas du tout. Ensuite, c'est une question de quantité. Par exemple, moi, si j'étais à la place de vos auditrices, de vos auditeurs, et que je découvrais tout ce que je viens de vous raconter, je peux parler que pour moi, mais ce qui me marquerait le plus, c'est ce qu'avaient découvert les Japonais, c'est-à-dire que 6 heures de balade en forêt, c'est 1 mois de cellules tueuses à 50% de plus.
Donc, évidemment que ça, c'est les fameux bains de forêt japonais. Et évidemment que quand on a 2 ou 3 arbres en bas de chez soi, on ne va pas avoir cet effet-là sur le système immunitaire. On l'aura moins. Mais on aura les bénéfices de la contemplation, de la restauration de l'attention. On aura les bénéfices euh, sur l'humeur, à travers les lumières, par exemple. Et pas forcément sur le système immunitaire ou alors de manière indirecte. Le top du top, c'est quand même de temps en temps d'aller se balader en forêt ou d'aller se balader sur le littoral. Effectivement. Alors, la forêt, le littoral, ça apporte beaucoup de bénéfices. Quid de la campagne de manière générale, si on est au milieu des champs, mais qu'on n'a pas vraiment de forêt et encore moins de littoral à proximité? À la campagne, je l'ai un petit peu évoqué à la fin. La campagne, oui, c'est bucolique. Ça peut être très joli. Donc, l'aspect visuel, ça compte énormément, l'aspect visuel. Mais ensuite, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de culture, où il y a de l'épandage, c'est ce que je disais, alors là, en termes de pollution, c'est pas génial. Par contre, généralement, à la campagne, vous allez avoir tous les bénéfices connexes de la nature, c'est-à-dire moins de stress, plus de vert, éventuellement plus de bleu, plus de calme. Et puis généralement, à la campagne, vous avez quand même quelques petits bosquets, où un bosquet suffit, c'est pas parce que c'est pas la forêt de Rambouillet ou de Fontainebleau, un petit bosquet peut suffire. Donc, vous pouvez... le seul problème de la campagne, c'est... En fait, c'est la pollution qui peut être liée à l'agriculture. Voilà, c'est plutôt ça. Et on va terminer avec cette dernière question. À quelle fréquence doit-on aller à la mer dans l'année pour bénéficier de ses bienfaits? Il n'y a pas de... Plus vous y allez, mieux c'est en fait. Hein. Les gens qui habitent à 20-30 km des côtes, généralement, ils vont tous les week-ends, dès qu'il fait beau. Donc, ils peuvent y aller une fois, 2 fois, 3 fois par mois, ça dépend de la météo. Ensuite, c'est que les bienfaits, vous savez, c'est comme les vacances. Hein. Vous avez passé une semaine ou 2 de vacances, vous êtes requinqué et puis vous reprenez le boulot et ça dépend de ce que vous faites comme boulot. Et dès le lundi soir, vous avez perdu le bénéfice des vacances. Donc, au final, la fréquence, elle dépend surtout aussi de l'autre côté du stress auquel vous êtes soumis et de votre besoin de nature. En fait, dès que vous en ressentez le besoin, c'est comme pour les fruits et légumes. Des fois, votre corps vous dit j'ai besoin de manger un fruit, j'en ai besoin, je suis en manque de fruits. Là, c'est pareil. Des fois, on a l'appel de la nature. Donc là, il faut y succomber très, très vite. Mais je dirais que comme pour les forêts, y aller le plus souvent possible, une fois par mois, c'est si vous pouvez. Hein, tout le monde ne peut pas. Hein, c'est déjà pas si mal. Ça reste un équilibre individuel à trouver, Exact. être à l'écoute de son ressenti et de son corps. Merci beaucoup Christophe Pavant, merci à toutes et à tous d'avoir répondu au sondage. On remercie bien sûr toutes les équipes de la GIRCARCO ainsi que Frédéric Decherve de me proposer ces rendez-vous. Et nous retrouvons tout de suite Fabienne Rio-Gillette pour la conclusion de cette visioconférence. Fabienne, est-ce que vous arrivez à nous rejoindre pour pouvoir dire ces quelques mots en fin d'événement? Bonjour à vous. Bonjour Rémi, bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe pour votre intervention. Elle nous incite tous, hein, si besoin était, à aller prendre un grand bol d'air. J'espère que toutes et tous vous aurez l'occasion très vite, voilà, de pouvoir le faire. Notre prochain rendez-vous de ces mardis de l'Agir Carco s'adressera lui tout particulièrement aux aidants. Alors les aidants, ce sont les personnes qui viennent en aide de manière régulière et fréquente pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne qui, elle, est en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Alors ce rôle d'aidant, il peut engendrer du stress, de l'épuisement. Aussi, notre conférence de mardi prochain, elle s'y arrêtera. Raphaël Lechner est psychologue, Julien Revenu, vous l'avez dit tout à l'heure, Rémi est facilitateur graphique. Eh bien, ils interviendront sur le thème proches aidants, des solutions existent. Ça, ce sera donc mardi prochain. Quant à la thématique Vieillir heureux qui nous a occupés aujourd'hui lors de notre conférence, eh bien, elle reviendra, elle, le 16 septembre. C'est Sylvie Espelette, qui est sophrologue, qui interviendra et qui s'interrogera et si l'optimisme était bon pour la santé. Voilà, tout un tas de clés de réflexion pour un vieillissement épanoui et on l'espère le plus heureux possible.
Merci beaucoup Fabienne Riogilette pour ces informations. Le lien pour le programme global des visioconférences des mardis de Agir Carco figure dans le chat en bas à droite de votre écran. Quant au bouton tout en haut de votre écran, il vous invite dès à présent à vous inscrire à la visioconférence qui vient de vous être présentée. Et si l'optimisme était bon pour la santé, le rendez-vous du 16 septembre à 10h, comme l'a évoqué Fabienne Riogilette. Merci à vous deux, bien sûr, pour votre intervention aujourd'hui au cours de cette visioconférence. Merci beaucoup Christophe Pavant. On aura plaisir à vous Merci à retrouver vous. sur de prochains événements. Fabienne également pour de nouvelles introductions, de nouvelles informations sur les activités de la GIRCARCO. Je rappelle que vous avez un site internet à ne pas oublier si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités que propose la GIRCARCO. C'est le www.agir-arco.fr, rubrique Mes services et participer à un événement si vous souhaitez avoir accès à toute la liste d'événements qui peuvent être organisés à proximité de chez vous. Il peut y avoir des activités en présentiel et on vous encourage, comme dit au cours de cette visioconférence, à pouvoir vous y rendre directement si vous en avez le souhait et la possibilité, bien sûr, pour pouvoir vous mettre en mobilité, vous mettre en action et participer à cette belle mobilisation qui est proposée notamment par la GIRCARCO. Très belle journée à toutes et à tous. Merci encore Christophe Pavant et Fabienne Riogilette. À très bientôt sur Happy Visio. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.